Écoutez, c'est un plaisir de vous faire enfin, mieux vaut tard que jamais, hein, la drépanocytose en anesthésie. Juste à titre informatif, je sais que du coup, Paul, toi, tu n'avais pas trop vu de drépanocytaire. Vous êtes passé dans des services qui en faisaient pas mal. Ouais, j'ai fait la Mondor et la Corbeil. Mondor en Réa ou Mondor Anest. en Anest, d'accord, et Corbeil. Et toi, du coup, Mathieu, Moi, j'ai fait la en termes de réa service. à Tenon et du coup, il y en avait pas mal. Ah bah oui. La réa où? Oui, bien sûr, à Tenon. J'allais dire, en fait, Tenon, Mondor et KB, effectivement, sur notre rive, ils prennent des drépanocytaires. OK, donc drépanocytose et anesthésie, ce qu'il faut en savoir. Hop. Déjà, si j'arrive pas à passer les diapos, on va être bien. Voilà. Du coup, la drépanocytose, ça correspond donc à une maladie génétique qui est une des plus fréquentes, qui est une mutation du gène codant pour les chaînes bêta de l'hémoglobine A. Il s'agit d'une mutation autosomique récessive qui entraîne des changements de conformation de l'hémoglobine. Donc, le globule rouge qui a un changement de conformation spatiale et qui va perdre ses capacités de déformabilité, le tout en lien avec une polymérisation de l'hémoglobine S qui est due à sa désoxygénation. Ce qui est la base de tout ce qu'on va mettre en œuvre pour justement éviter au maximum ce changement de conformation spatiale, avec notamment la prévention de l'hypothermie, de l'hypoxémie, etc. L'épidémiologie en France, donc on voit qu'on est dans les pays relativement touchés, donc c'est principalement l'Afrique subsaharienne, l'Asie. On en trouve aussi aux États-Unis et Amérique du Sud. Et nous, de par... Comment ? C'est vraiment pas du tout Asie, enfin pas du tout Orient, quoi. Et par contre, tout ce qui est Orient, par contre, non, mais t'en as Même Europe de l'Est. Ouais. Et donc, sur l'histoire immigrationniste, forcément, avec l'immigration en France, on a une population drépanocytaire, effectivement, en Europe de l'Ouest, principalement. En termes d'épidémiologie, donc effectivement, c'est surtout en Île-de-France qu'on rencontre la plus grosse cohorte de patients drépanocytaires, ainsi que dans les DOM. Et pour le reste des régions, on est sur du plus anecdotique, puisque sur toute la répartition des autres régions, ça représente même pas un quart des patients drépanocytaires. Donc, la majorité, effectivement, c'est sur l'Île-de-France. Sur la durée de vie des patients, en gros, ils atteignent à peu près 30-40 ans, et puis après, leur espérance de vie, en gros, c'est plutôt 30-40, avec quelques patients qui sont aux extrêmes de la courbe, mais globalement, malgré l'apparition des traitements de fond comme l'hydréa, la prise en charge avec les échanges transfusionnels, on n'a pas tellement gagné sur l'espérance de vie sur ces dernières années, donc les chiffres des cohortes 2006-2010, ils sont toujours globalement valables actuellement. Ouais, après c'est la médiane, donc tu trouves des âges extrêmes, mais effectivement, c'est plutôt une maladie qui continue à les emporter plutôt jeunes. Sur la physiopathologie donc de cette maladie du globule rouge, il y a deux atteintes en fait, qui cohabitent dans cette maladie. Il y a d'une part de l'hémolyse et de la dysfonction endothéliale dû à l'abaissement de la fonction du NO, et deuxièmement de l'hyperviscosité qui cause de la vaso-occlusion et qui là va plus être responsable des crises douloureuses, des syndromes thoraciques aigus et des épisodes d'ostéonécrose qu'on peut rencontrer dans la drépanocytose, alors qu'à l'inverse, l'hémolyse, ça va plutôt engendrer des complications chroniques de type hypertension pulmonaire, les complications d'ulcération de jambes, le priapisme et les accidents vasculaires cérébraux. On avait tendance à classer le fait que c'était plutôt des drépanocytoses SS qui étaient avec un profil d'hémolyse, les drépanocytoses SC sur l'hyperviscosité. En fait, ce n'est pas du tout si linéaire. Les deux cohabitent et les malades ont des profils qui associent souvent les deux. Donc, on ne peut pas faire de généralité sur les types de drépanocytose. Sur les complications chroniques qui vont nous intéresser, notamment dans la prise en charge des patients, c'est l'hypertension artérielle pulmonaire qu'on peut rencontrer avec de la dysfonction cardiaque droite chronique. C'est pour cette raison qu'on les suit avec des échographies cardiaques de manière régulière, donc c'est des dysfonctions droite et pas gauche. C'est des complications neurologiques qui commencent souvent dans l'enfance avec des AVC qui commencent dans la population pédiatrique, des malformations artério-veineuses et des anévrismes cérébraux qui sont beaucoup plus fréquents dans cette population que dans la population générale.
Là aussi, ils ont des dépistages réguliers, systématiques. Il y a des complications rénales avec la néphropathie drépanocytaire pour laquelle ils ont des recherches aussi régulières d'albuminurie. La rétinopathie, qui va nous intéresser aussi, surtout en population obstétricale, et qui est recherchée annuellement par fond d'œil chez eux. Et puis les ostéonécroses de hanche qui vont nous intéresser, notamment pour les installations sur table d'intervention, et puis sur les parturientes qu'on va installer en position pour les efforts de poussée. Et toutes ces complications, elles surviennent chez des patients même jeunes. Donc les patients drépanocytaires même jeunes doivent avoir été bilantés quand on les rencontre en consultation d'anesthésie. Pour tout ce qui est complications aiguës qui vont nous intéresser notamment autour des interventions chirurgicales. Donc nous, ça va être principalement le syndrome thoracique aigu et la crise vaso-occlusive qu'on va rencontrer en périopératoire. Et puis en post-opératoire, chez des patients qu'on va avoir transfusés, on va rencontrer une complication qui est l'hémolyse retardée post-transfusionnelle sur laquelle je reviendrai en fin de topo. Pour le reste, c'est des patients qui peuvent absolument tout faire, des ulcères surinfectés jusqu'au priapisme, en passant par l'AVC, aux conséquences iatrogènes d'un surdosage en opiacés, la cholécystite. Voilà, ils peuvent absolument tout faire, ces patients-là. Et donc, ce qui explique aussi qu'on peut être amené à les prendre en charge dans des centres qui n'ont pas du tout l'habitude des drépanocytaires, notamment quand eux sont en déplacement. Ils ne font pas forcément leurs complications à Paris ou dans les DOM. En termes de procédures d'anesthésie les plus fréquentes dans lesquelles on va rencontrer ces patients, ça va être la neuroradiologie interventionnelle pour les malformations artério-veineuses et les anévrismes, la chirurgie ophtalmologique pour la rétinopathie, les poses de voie veineuse centrale ou voie veineuse sous échographie parce que c'est des patients difficiles à perfuser. Ils peuvent avoir des splénectomies, des cholécystectomies, on va rencontrer les ils font de la séquestration splénique et ils peuvent faire des crises aiguës de séquestration splénique qui entraînent la nécessité de splénectomie. C'est possible d'appeler Sarah au 1 52 48. Merci. C'est les patientes enceintes, elles font beaucoup plus de fausses couches, donc on va plus souvent rencontrer les patientes drépanocytaires pour des aspirations de curetage sur des fausses couches hémorragiques ou des fausses couches qui ne s'évacuent pas spontanément en début de grossesse. Elles vont être césarisées plus souvent. Et puis on va les rencontrer aussi pour les prothèses de hanche, déjà très jeunes, dans les suites d'ostéonécrose de hanche. Exactement. Et pourquoi cholécystectomie? Ils font beaucoup de cholécystite aiguë. Ils font des calculs de la voie biliaire principale. Par rapport à l'hémolyse et tout ça, non? Non, alors sur le mécanisme de la cholécystite que je revois, mais c'est hyper fréquent. La plupart des patients drépanocytaires que tu croises, ils n'ont plus leur vésicule. D'accord. Sur le périopératoire, en gros, il y a deux guidelines qui existent. Il y a une revue de médecine interne qui avait édicté nos recommandations en 2015. La particularité, c'est qu'il n'y avait aucun anesthésiste dans les auteurs de cette recommandation. Et c'est celle qui fait foi en France encore, il n'y en a pas eu depuis. Et puis, il y a eu une révision des guidelines en 2021 par les anesthésistes anglais. Mais on reste dans quelque chose de très vague, en fait, comme il n'y a pas grand-chose de démontré dans la littérature, notamment sur l'anesthésie, parce que pas grand monde s'y est intéressé. Il n'y a pas d'études de grande envergure sur les patients drépanocytaires en périopératoire. Du coup, tout ça, c'est basé sur la prise en charge usuelle des patients drépanocytaires qu'on a appliqué un peu au périopératoire. Mais c'est pas, les niveaux de preuve ne sont pas incroyables. En gros, ce qui est recommandé, c'est d'avoir des prises en charge multidisciplinaires, c'est-à-dire de ne pas passer au bloc opératoire un patient sans que son médecin interniste référent ne soit informé, qui va décider du coup en fonction des antécédents du patient, de la chirurgie, de la nécessité ou non de réaliser des échanges transfusionnels en préopératoire. Et puis nous, on doit garder en tête que les risques, c'est la survenue de syndrome thoracique aigu en post-opératoire, que le risque hémorragique va nous mettre devant la difficulté de transfusion potentiellement de patients qui peuvent être allo-immunisés, que chez ces patients, il y a une asplénie fonctionnelle qui augmente le risque infectieux post-opératoire, et puis ils ont un risque thromboembolique aussi augmenté. Il y a des recommandations américaines qui fixent un seuil préopératoire à 10 grammes d'hémoglobine
qui n'est pas du tout utilisé en France. On ne transfuse pas les patients pour les mettre à 10 grammes d'hémoglobine. On les laisse à leur hémoglobine de base. Mais en général, on essaye de faire baisser leur hémoglobine S par des échanges transfusionnels. En préopératoire, ce à quoi il faut faire attention, dans les antécédents, il faut absolument récupérer les antécédents de syndrome thoracique aigu et savoir si les patients ont été ou non hospitalisés en réanimation et intubés sur ce type de complications, parce que c'est un marqueur de gravité, de même que pour un asthmatique, on va rechercher ses antécédents d'asthme intubé en réanimation. Là, c'est la même chose. Il faut rechercher aussi le déficit en G6PD qui est fréquemment associé à la drépanocytose. Et donc ça va servir effectivement principalement à éviter les quinolones en périopératoire. C'est surtout important pour la population pédiatrique qui fait des grosses crises hémolytiques sur le déficit en G6PD si on n'y fait pas attention. On va récupérer aussi la saturation en oxygène de base de ces patients-là. Et puis, ils peuvent parfois faire des insuffisances respiratoires chroniques, ce qui fait que dans certains cas, surtout chez des vieux drépanocytaires de plus de 50 ans, eh bien, on peut avoir besoin d'épreuves fonctionnelles respiratoires pour réévaluer ces troubles ventilatoires spécifiques de la drépanocytose. Les troubles respi, c'est sur quoi, pardon? Ils font des syndromes restrictifs, Oui. mais c'est relativement rare, mais c'est surtout sur les patients drépanocytaires âgés. Donc, c'est pas le plus fréquent. Donc, les EFR ne font pas partie du bilan de base de tout drépanocytaire qui passe au bloc opératoire. Par contre, l'échographie cardiaque, dans l'année ou les 2 années qui précèdent, c'est toujours utile parce qu'on cherche chez eux une dysfonction cardiaque droite et c'est important d'en avoir connaissance avant de les endormir. Ce qui est à noter, c'est qu'en cas de transfusion dans les 3 mois qui précèdent votre consultation d'anesthésie, il faut represcrire une électrophorèse de l'hémoglobine pour rechercher des signes en faveur d'une hémolyse retardée post-transfusionnelle, pour voir où en est l'hémoglobine A et si elle décroît dans les ranges attendus. Je vous montrerai un graphique à la fin du topo. Pour les recommandations préopératoires, on va recommander à ces patients de s'hydrater correctement dans les 48 heures, enfin tout le temps, mais dans les 48 heures qui précèdent l'intervention, ils vont devoir s'hydrater encore plus. Et puis, il faudrait leur recommander aussi de la spirométrie incitative à partir de 7 jours avant l'intervention. Idéalement, 3 fois 10 minutes par jour à partir de J-7. Et ça, c'est un élément extrêmement important dans la prévention du syndrome thoracique aigu, vu que c'est souvent lié à une diminution de l'ampliation thoracique, qui fait le lit derrière du syndrome thoracique aigu, associé au morphinique, à la douleur, etc. La kiné préopératoire, ça a plutôt fait ses preuves dans la prévention du STA. Et pour aller dans le sens de limiter l'hypovolémie, c'est des patients qu'il faut programmer, c'est tout bête, mais en début de programme, il ne faut pas les laisser à jeun depuis 24 heures. Il faut leur dire de boire le matin à 6 heures. Enfin, il faut vraiment faire en sorte qu'ils n'arrivent pas à déshydrater au bloc opératoire. Pour la prise en charge transfusionnelle. Alors ça, c'est les recommandations de 2015 de la revue des ADB. Au final, il faut pouvoir discuter de l'opportunité de faire des échanges transfusionnels en préopératoire, mais c'est les médecins référents drépanocytologues qui prennent cette décision en fonction des antécédents d'alloimmunisation du patient, du type de chirurgie et de l'histoire, de l'activité de la maladie. Il y a des interventions comme les amidalectomies, en fait, qui maintenant sont systématiquement échangées en préopératoire parce que c'est des chirurgies à haut risque de complications et de STA par douleur, hypoventilation. Et donc, les amygdales, en fait, maintenant, elles sont quasiment systématiquement échangées avec un objectif qui est d'amener le taux d'hémoglobine S en dessous de 30 à 40% selon les équipes de drépanocytologues. Donc, c'est un tableau qu'il ne faut pas prendre comme tel, comme argent comptant, mais c'est simplement pour dire qu'en fonction des antécédents transfusionnels, du type de chirurgie, de l'histoire de la maladie, on va être amené à discuter de l'intérêt d'effectuer ces échanges en préopératoire, sachant que l'intérêt, ça va être de diminuer la viscosité sanguine, abaisser le taux d'hémoglobine S et donc essayer de réduire les événements vaso-occlusifs et l'hyperviscosité en périopératoire. Contexte d'urgence. Tu n'as pas le temps. Et donc, selon le taux d'hémoglobine, le type de chirurgie, tu peux faire de l'échange préopératoire immédiat. Mais ça, pareil, en fait, si tu es dans une urgence
vitale absolue, un patient qui saigne, de toute façon, tu ne te poses pas la question, tu vas le transfuser. Souvent, l'urgence, elle peut attendre souvent de prendre un avis, de récupérer les antécédents transfusionnels et donc de border la chose. Mais effectivement, tu peux être amené à faire un échange juste avant, quelques heures avant de passer au bloc. Pour un changement de JJ, tu ne vas pas aller faire un échange transfusionnel. De toute façon, c'est des patients que tu vas surveiller. Ils ne vont jamais être en ambulatoire. Tu ne vas jamais les faire remonter dans un service de chirurgie 2 heures après une JJ. Tu vas les garder 24 heures. Tu vas pouvoir surveiller le risque de complications derrière. Mais en gros, l'échange transfusionnel, c'est tu le perds. Ouais, tu le saignes. En fait, tu as deux méthodes. Et ensuite, tu le transfuses, quoi. Ouais, en fait, tu as 2 méthodes. Tu as saigner, transfusion. Ouais. C'est souvent ce qui est fait d'ailleurs en réanimation. Maintenant, ils font ça, ils font saigner puis transfusion. Et du coup, quand tu le saignes, tu lui enlèves combien? Tu peux enlever, tu peux enlever 200, 300, 400 cc. En fait, tu as des abats. Tu dis j'enlève 400 cc, je passe de culot. Si vraiment l'hémoglobine part de bas, tu enlèves d'abord 200 cc. Tu transfuses, tu re-enlèves 200 cc, tu retransfuses en acceptant de perdre un peu de ton culot. Ah, oui, ouais. Ça dépend de ton taux d'hémoglobine de base, ça dépend de ton objectif final. Mais effectivement, donc, tu fais de la saignée entre guillemets sauvage où tu saignes et tu remets. Et tu peux faire aussi par machine. En fait, des échanges. La machine de dialyse, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc ça permet d'avoir moins de variations hémodynamiques. Mais ce n'est pas démontré qu'il y ait moins de complications derrière qu'avec un échange, on va dire, plus artisanal. Et par contre, sur les échanges au long cours, il vaut mieux le faire sur des machines, effectivement, avec des échanges plus doux, et parce que ça t'évite aussi le risque d'hémochromatose. En fait, l'échange se fait de manière beaucoup plus douce. Et en gros, l'un des gros risques qu'ils ont aussi, c'est sur les transfusions multiples un peu massives. Et derrière, ils peuvent développer des hémochromatoses secondaires. Donc, effectivement, sur les machines d'aphérèse, c'est beaucoup plus adapté. C'est ce qui est fait quand ils vont en échange transfusionnel. On ne leur fait pas des échanges sauvages, on leur fait sur des machines d'aphérèse. Pour la prise en charge justement transfusionnelle des drépanocytaires en préopératoire, il y a 2 objectifs. Ça peut être si le patient va avoir par exemple une CEC, une thoracotomie, une chirurgie à risque de saignement, si son taux d'hémoglobine de base c'est 6 grammes, ils vont peut-être quand même corriger un petit peu son anémie, le remonter à 8 grammes, et donc ils vont faire peut-être uniquement une transfusion. Si jamais l'objectif c'est de diminuer le taux d'HBS, alors là, idéalement, ça va être plutôt un échange transfusionnel qui va permettre de l'abaisser en remplaçant le sang malade par du sang sain et de l'hémoglobine A du coup. Allô? Ouais, c'est possible juste d'appeler Sarah? Ouais, merci. D'accord. Et donc, ça, c'est la prise en charge transfusionnelle en préopératoire. Je disais, les objectifs, c'est soit de corriger une anémie profonde pour pas le patient qui a 6 grammes d'hémoglobine de base, on ne va pas l'envoyer dans une chirurgie à haut risque hémorragique avec ses 6 grammes. Et donc, on va le mettre au-dessus de son seuil avant la chirurgie. Mais il ne faut pas non plus lui faire exploser son seuil, sinon tu vas entrer vraiment dans l'hyperviscosité et les complications qui sont liées à l'hyperviscosité. L'autre objectif, ça va être de diminuer le taux d'HBS, d'augmenter donc ton taux d'HBA avec ta transfusion et donc de diminuer ton pourcentage d'hémoglobine falciformée et donc les crises, les complications qui peuvent en découler. Les échanges, ils sont effectués dans les 8 jours qui précèdent le geste. Ils sont convoqués en hôpital de jour, ils font l'échange dans les 8 jours avant. On dit classiquement. Plus de 8 échanges parce que. Alors, en gros, à moins de 8 grammes, on dit qu'on fait plutôt de la transfusion simple et qu'on n'a pas besoin de les saigner. Et à plus de 8 grammes, pour éviter l'hyperviscosité, on fait plutôt de l'échange. Et donc, si l'échange est volumineux, effectivement, on dit que c'est mieux de le faire sur machine d'aphérèse, que c'est mieux pour la tolérance hémodynamique, même si, encore une fois, il n'y a pas de preuve de complications sur les saignées et transfusions simples qu'on fait en réanimation, parce que sinon, ce ne serait pas fait dans les services de réanimation, évidemment. Et ça se fait où, admettons, si ça se fait en hôpital de jour? C'est en hôpital de jour de médecine interne, ils s'organisent et ils le refont là-bas. Ici, c'est comme ça que c'est organisé. On transfuserait en préopératoire. Peut-être pas de voir comment ça se passe en. Si c'est. Dans quel sens? Si c'est une chirurgie où tu es sûr que ça va saigner. Oui, ouais. Si c'est les amygdales, par exemple, tu vas même si tu vas faire plutôt de l'échange. Une hystérectomie simple, c'est LIO. Ouais. Si tu estimes que sur ces antécédents, il y a besoin de l'échanger, ça va plutôt être un échange. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est si tu es à 6, est-ce que tu transfuserais de manière systématique alors que c'est une hystérectomie ou alors une JJ? Ouais. La JJ, c'est sûr que non.
Et l'hystérectomie, la question peut se poser, c'est discuter à ce moment-là en amont avec les drépanocytologues pour voir en fonction de ses antécédents d'alloïmisation, en fonction de l'histoire de sa maladie, en fonction de la difficulté prévisible, si c'est une hystérectomie qui risque de saigner parce qu'elle est grosse, parce que, je sais pas, il y a plein de myomes, il y a un contexte qui fait dire que ça risque de beaucoup saigner, effectivement, ça peut être une bonne idée de l'amener plutôt à 8 grammes qu'à 6. Mais ça, c'est que du cas par cas, en fait. Et donc, ces recommandations, elles sont très généralistes, mais dans la vraie vie, en tout cas, c'est vraiment du cas par cas qui prend en compte la chirurgie, l'activité de la maladie et les antécédents d'alloimmunisation. Et donc, c'est pour ça, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est une personne qui débarque, qui ne connaît pas forcément et qui va dire « Oh là, 6 grammes, c'est pas assez, paf, je transfuse de culot ». C'est ça qui est dangereux, en fait, c'est de ne pas discuter en amont les transfusions des patients drépanocytaires. Hors cas d'urgence, évidemment, on ne discute pas en cas de choc hémorragique, il faut transfuser. Le message à retenir, ce n'est pas qu'il ne faut pas transfuser ces patients, c'est juste que quand ce n'est pas de la transfusion d'urgence, ça doit être réfléchi, ça doit être pesé, et ce n'est pas une discussion, c'est quelque chose d'important. Il a saigné en même temps que la transfusion. Oui, voilà. Et sur un choc hémorragique, l'idée n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas transfuser ces malades quand on a une indication médicale de le faire. Mais il faut le faire avec précaution. Et donc, ça doit être discuté. C'est pour ça qu'ils doivent voir leur drépanocytologue et qu'on ne doit pas aller les opérer sauvagement sans qu'ils soient au courant. Si on te l'adresse en consultation 6 jours avant son passage au bloc, ce qui arrive souvent. Eh ben, tu espères qu'il a vu. Ouais, bah, t'appelles le médecin référent. C'est ce qu'on fait ici. Tu appelles le médecin référent, tu lui demandes s'il est bien au courant qu'il va être opéré, que c'est arrivé il y a 2 ans, qu'une amygdale soit opérée, le drépanocytologue n'était pas au courant, il aurait fait des échanges transfusionnels qu'il n'y en a pas eu, et la patiente est montée en réanimation derrière sur un syndrome thoracique aigu sévère AJ2. Voilà. Ok. Sur le péropératoire, on va préférer des prémédications par hydroxyzine plutôt que par benzodiazépine pour éviter les effets des dépression respiratoire. On va prévenir l'hypothermie, donc c'est des choses très, très basiques, mais tout ce qui va éviter d'augmenter la falciformation de l'hémoglobine va être utile. Donc prévention de l'hypothermie, cessation thermique systématique, le réchauffage le mieux possible. Il faut anticiper le fait que sur leur passage multiple à l'hôpital, ils peuvent avoir des perfusions très difficiles, et donc ça, il faut l'anticiper. Ils peuvent devenir impossibles à perfuser, donc il faut avoir l'échographe facile. Il n'y a aucune recommandation concernant les agents d'anesthésie, on utilise ce qu'on veut. Il n'y a pas de contre-indication. Il faut retenir, par contre, c'est pas de corticoïdes. On ne fait pas d'hexaméthasone pour la prévention des nausées-vomissements dans le cadre des drépanocytaires, parce que les corticoïdes sont pourvoyeurs de crises vaso-occlusives sévères, qui sont elles-mêmes un facteur de risque de syndrome thoracique aigu. Donc, on ne fait pas d'hexaméthasone à cette population. Il faut prévenir l'hypovolémie. Donc, on n'a pas d'attitude restrictive pour ces patients, surtout si finalement ils ont été mis à jeun un petit peu plus sévèrement que prévu. Et puis, il faut éviter les désaturations en périopératoire. Ces patients, ils doivent être toujours au-dessus de 95 minimum et au-dessus de 97 de SAT de manière idéale. L'antibioprophylaxie, c'est les recommandations de l'ASFAR. Il n'y a pas de spécificité. Et donc, les liquides clairs, on insiste jusqu'à H-2, il faut absolument qu'ils boivent. Et il faut éviter au maximum l'annulation des blocs opératoires au dernier moment parce qu'il n'y a plus de place au programme, parce qu'il y a... En gros, il y a 2 motifs d'annuler un bloc de drépanocytaire. C'est 1, il a de la fièvre. 2, il a une crise aiguë douloureuse, une CVO qui commence. Ce n'est pas le moment de rajouter la chirurgie par-dessus. C'est les 2 motifs licites d'annulation du bloc programmé. Le post-opératoire, c'est une période très à risque. Et en fait, ça peut sembler excessif de les garder la nuit en salle de réveil. Enfin, on se dit, oh, ils ont 25 ans, la chirurgie, c'était pas grand-chose. Peut-être quand même, ils pourraient remonter. En fait, ces patients-là, quand ils vont moins bien, en fait, ils peuvent dévisser très vite. Entre un patient qui est eupnéique en air ambiant, qui va très bien agir de sa chirurgie, et le gros syndrome thoracique aigu, parfois il y a 2 heures. Ça m'est arrivé, je ne sais plus à qui je l'ai raconté, mais dans le dernier semestre,
une patiente qui a été césarisée. On l'a passée au réveil bucca parce qu'il n'y avait pas d'infirmier à la mater, côté mater. Réveil bucca, elle va très bien. Je l'ausculte le matin à 8 heures avant de la faire repartir à la mater. Auscultation normale, 1 litre d'oxygène, tout va bien. Et c'est Clémentine qui la récupère à la mater et elle l'examine à 9 heures. Et à ce moment-là, en fait, elle a des crépitants mi-champs bilatéraux, 6 litres d'oxygène. Et dans la journée, elle part en réanimation pour un syndrome thoracique aigu. Donc, en fait, ça va très vite et ces patients-là, ils dévisent très vite. Voilà. Donc, en gros, ce n'est pas d'ambulatoire, c'est des hospitalisations. Alors, on les garde en soins intensifs facilement les 24 premières heures. Derrière, ils ne rentrent pas tout de suite chez eux, on vérifie vraiment que tout va bien. Et puis, prise en charge de la douleur post-opératoire, qui est un gros facteur de risque de syndrome thoracique aigu, parce que sur la douleur, ils hypoventilent et que derrière, on a un risque de survenue de cette complication potentiellement grave. On fait de la prévention des complications thromboemboliques. Ces patients, il faut les anticoaguler de manière préventive en post-opératoire. Et puis, c'est très important d'insister sur la kinésithérapie respiratoire. D'accord. Et juste, pourquoi ils ont un risque thromboembolique plus élevé par la physiopathie? Alors, ils font de la vaso-occlusion, ces patients-là, mais ils ont aussi un surrisque de thrombose veineuse. Je pense que c'est le même type de phénomène vaso-occlusif. Enfin, c'est je pense, une forme de vaso-occlusion. Et ils ont des anomalies des parois capillaires. En fait, ils ont une maladie du vaisseau, ces patients-là. Donc, ils font plus de complications thromboemboliques. Te dire spécifiquement le mécanisme fin, je ne peux pas forcément te l'expliquer. Tout n'est pas bien. Concrètement, même sur des trucs, par exemple, pleine main, simple, je ne le fais pas non plus. Ou un petit phlegmon. Ça dépend. Alors, un phlegmon, c'est sûr, tu ne le fais pas en ambu. Genre le phlegmon amygdalien. Non. Phlegmon de doigt, pardon. J'étais sur l'amygdale. Excuse-moi, on ne fait pas de phlegmon de doigt ici. Sur un phlegmon de doigt, tu as un contexte un peu infectieux. Je n'aurais pas tendance à le laisser repartir tout de suite. Pour suivre l'évolution. Sur une petite plaie de main à la con, tu fais un bloc où le gars va très bien, où il n'a pas une drépanocytose très parlante. À chaque fois, c'est la discussion au cas par cas, en fait. Sur un truc complètement. Tu vois, faire 5 minutes, ça fait pas mal. Ouais, mais en fait, disons que tu n'en fais pas. En fait, le truc, c'est que tu n'en fais pas si souvent des patients drépanocytaires qui ont un canal carpien, je veux dire, sur des chirurgies vraiment mineures. Ouais, c'est ça, Oui, mais pour te dire que ça t'embolise, enfin, que tu vas emboliser ta salle de réveil tous les soirs avec 3-4. Et tu le garderais même en hospitalisation? J'aurais tendance à dire qu'on ne fait pas d'ambulatoire pour les drépanocytaires. Et que donc. Il a zéro antécédent. Il a sa drépanocytose. S'il n'a aucun symptôme thoracique et qu'il ne fait pas de CV, en fait, s'il n'a pas de drépanocytose quasiment, s'il a une maladie qui ne parle pas du tout, tu peux en discuter avec le drépanocytologue pour voir ce qui est raisonnable ou pas. Mais il me semble que des patients jeunes qui ont une maladie potentiellement si grave que ce n'est pas volé chez eux de les garder une nuit. Après, effectivement, tu peux discuter de peut-être dans ce cas-là pas le mettre en soins intensifs pour juste un canal carpien, tu peux le discuter, mais il faut que le patient soit cortiqué, qu'il puisse signaler s'il a mal. Faut qu'on vérifie, faut qu'il soit bien encadré dans le service. Donc, il faut que tu aies assez confiance. Je le ferai certainement pas en ambulatoire, mais en hospitalisation pour de la chirurgie très mineure, s'il n'a pas une maladie très parlante, ça peut se discuter, mais c'est vraiment, je dirais que c'est l'exceptionnel. Et pareil, le canal carpien à la pleine main, pour le post-op, tu prescrirais du Loenas? La pleine main, non. La pleine main, il va marcher, tu lui as fait un bloc, il n'y a aucun moment il va être assigné rien. Donc non, c'est dans la majorité des cas, tu vas faire de la prévention thromboembolique, tu dois toujours te poser la question. Là, j'ai parlé surtout de chirurgies qui vont les nécessiter. Mais effectivement, la petite plaie de main, elle connerie comme ça, je n'irai pas mettre d'anticoagulation préventive forcément, il va remarcher directement. Par contre, je ne le laisserai pas repartir à la maison. Et là, le bloc général, là, je n'ai pas trop fait gaffe. Tous les patients vont forcément en USC? Là, ils passent la nuit au réveil 24. C'est réveil 24? USC, c'est si jamais la chirurgie le nécessite ou que l'histoire est incroyable. Et c'est les... Ouais, exactement. Réveil 24, puis retour en salle, et puis hospitalisation genre 48 exactement. heures. Et par contre, les Césars, c'est pour le coup, les Césars, c'est SSPI 24 heures, au moins. Et après, USC, si on doit poursuivre la surveillance. Et voix basse? Voix basse, si, on les garde en salle de réveil derrière. Ouais, parce qu'on essaye de leur garder leur péri en plus. Pour pas qu'elles aient mal, on garde un peu prolongé la péri et on les relâche que le lendemain quand on est sûr que ça va. Justement, pour la grossesse, oui. Sur les procédures ici.
Ouais, c'était plus côté pratique, ma question, mais je ne sais plus. Oui, oui. Réveil 24, même pour une SC, pas cogné, que j'ai jamais eu de crise vaso-occlusive. Alors, les etc. SC, il faut faire attention parce que ce n'est pas parce qu'ils sont SC qu'ils font des Ah oui, crises c'est moins vrai. graves. D'accord. Ils en font parfois moins souvent. Enfin, on a l'impression qu'ils ont des maladies peut-être plus calmes. Mais par contre, quand ils font des syndromes thoraciques aigus, ils sont explosifs. Donc, faut pas trop se rassurer parce que la légende veut que les SC, ils ne sont pas graves. C'est qu'une drépanocytose SC. L'hémoglobine, souvent, elle est un petit peu plus haute. On est moins inquiet. En fait, quand ils font des crises, ils font des crises très sévères aussi. Donc, il faut vraiment récupérer, être exhaustif dans la récupération des antécédents. Et pas trop se rassurer sur le type de drépanocytose. En termes de gestion de la douleur, Ouais. ces patients, tu vas facilement mettre des KT d'ALR. Oui, il faut vraiment faire. Cheville, tu mettras un KT sciatique. Oui. Tu n'auras pas nécessité Oui. pour d'autres patients. Oui. Tu vas être plus généreux. Sur l'analgésie, oui, tu vas être plus généreux qu'avec d'autres patients. Parce que leur ressenti de la douleur aussi est différent. Et qu'il faut absolument que tu aies une gestion parfaite de l'analgésie post-opératoire. Donc oui, tu vas être plus généreux sur l'anesthésie loco-régionale. Et tu auras tendance à mettre une PC à morphine plus. Oui. Oui. Oui, parce que tu vas avoir un meilleur contrôle de l'analgésie. Ils connaissent très bien, en fait. Ils vont contrôler leur analgésie eux-mêmes. Ce sera plus efficace que l'actiskénan, où une fois qu'ils seront dans le service, le temps entre le moment où ils vont demander l'actiskénan et le moment où on va leur donner, il va se passer 2-3 heures. À ce moment-là, ils auront déjà très mal et tu n'as plus qu'à le reprendre pour le titrer et tu rajoutes de la morphine et tu rentres dans les complications hétérogéniques. Donc, en général, on va plutôt directement sur la PCA. Pour ce qui est de la grossesse, il faut y faire attention parce qu'il y a une mortalité qui n'est pas nulle de ces patientes. En fait, elles font toutes les complications possibles à la fois de leur maladie drépanocytaire et toutes les complications possibles pendant d'une grossesse classique, mais décuplées en termes de fréquence. Donc, elles font des épisodes douloureux pendant la grossesse, d'autant plus qu'on leur arrête leur traitement de fond, qui est l'hydroxyurée. Elles font beaucoup plus d'infections, notamment urinaires. Elles font des complications de type syndrome thoracique aigu et embolie pulmonaire. L'anémie qui s'aggrave chez toutes les femmes enceintes, elles aussi, ça s'aggrave, sauf qu'elles partent de 6 grammes, donc elles peuvent finir à 4. Et puis, elles font de l'HTA gravidique, des prééclampsies beaucoup plus que les autres femmes. Et donc, il y a une morbidité fœtale qui est énorme avec des retards de croissance intra-utéraux, des accouchements prématurés, des morts fœtales. Là aussi, tout est plus fréquent chez elles. Donc, elles ont, sur tous les tableaux, elles sont gagnantes en termes de complications. Ce qui nécessite qu'elles soient vues précocement. En fait, elles font partie des consultations d'anesthésie précoce pendant la grossesse pour permettre de faire le bilan de la drépanocytose, d'anticiper les difficultés transfusionnelles, ça c'est hyper important, pour qu'elles aient des groupes sanguins prélevés avec des phénotypes étendus, des RAI assez précocement dans la grossesse, et il faut que l'établissement français du sang récupère tous les résultats antérieurs de RAI pour retrouver l'histoire d'alloimmunisation. Donc, en Ile-de-France, c'est fait de manière assez facile, mais évidemment, ailleurs, il faut l'anticiper. Sur les bilans paracliniques, ces patientes, elles ont toutes une échographie cardiaque au 2e ou début du 3e trimestre pour aller revérifier notamment le cœur droit. Elles ont des bilans mensuels assez larges, elles ont des bilans vasculo-rénaux mensuels en fait. Une consulte ophtalmo qui doit dater de moins d'1 an qui vérifie l'état de la rétinopathie diabétique, l'état de la rétinopathie du drépanocytaire pour voir si les efforts de poussée sont contre-indiqués. Et puis, elles ont une surveillance évidemment du fœtus qui est rapprochée étant donné que toutes les complications sont pour elles. Je pourrais t'envoyer un... Ouais. Pendant la grossesse, on arrête l'hydroxyurée dans l'immense majorité des cas parce qu'il y a un risque tératogène. Par contre, pour les patientes qui ont des grosses difficultés de transfusion prévisibles, au cas par cas, on est parfois amené à leur laisser en jugeant que le bénéfice-risque est en faveur du maintien de l'hydroxyurée. On ne fait pas de corticoïdes en raison des risques de CVO sévères, c'est-à-dire que si on a une indication, notamment pour la prématurité fœtale, de faire les cures de Célestène, on les entoure par des échanges transfusionnels. Les règles hygiéno-diététiques, c'est les mêmes que celles en dehors de la grossesse, mais encore plus renforcées. Elles doivent rester au chaud, bien boire, pas faire de sport. Voilà. Et les traitements qui sont systématiques chez elles, c'est l'acide folique, qui est déjà un traitement de fond du drépanocytaire. On continue à 10 mg jour.
La kinésithérapie respiratoire, elle doit être systématique pendant la grossesse. En théorie, elle doit faire de la spirométrie, surtout la grossesse avançant et leur capacité respiratoire diminuant. On les met facilement sous aspirine, ces patientes pendant la grossesse, pas toutes, mais relativement facilement dès qu'elles ont des antécédents de grossesse compliqués. Vous les verrez facilement avec un petit peu d'aspirine pendant la grossesse. On leur conseille les bas de contention, comme toutes les femmes enceintes, mais elles encore plus. Et puis, il y en a qui ont de l'oxygène nocturne pendant la grossesse aussi. Allô? Ouais. Oui. Oui, il peut boire de l'eau. De rien. Il va mieux, il a moins mal? Mais d'accord, très bien. Dès qu'il sera un peu mieux, il faut qu'on le mette assis et qu'il fasse sa spirométrie. Ok, à toutes. C'est un drépanocytaire. Voilà. Acide folique, j'imagine que c'est pour baisser le VGM, pour la visco et tout, pour éviter. L'acide folique, c'est aussi pour l'hémoglobine, ça les supplémente pour pas qu'ils soient non plus trop bas. C'est un traitement qu'ils ont au long cours perpétuel. Ah, ok. Et d'ailleurs, le fer, c'est contre-indiqué chez eux ou pas? Alors, le fer, en tout cas, il ne faut pas se jeter sur le fer inject quand elles sortent d'un accouchement où elles ont un petit peu saigné. Il ne faut pas se jeter dessus. Il faut vérifier que ce n'est pas contre-indiqué parce que justement, si elles ont été déjà dans des échanges transfusionnels ou beaucoup transfusées, elles peuvent être sur le versant de l'apparition d'une hémochromatose. Ouais. Donc, ce n'est pas le moment de leur faire du fer inject. Donc, on va dire que ce n'est souvent pas l'urgence, que ta seule question, c'est est-ce que je dois la transfuser parce qu'elle a saigné, oui, non. Et le fer, ça peut attendre de vérifier avec les drépanocytologues si jamais elle est sur la pente de l'hémochromatose. Okay. Je dirais, on ne se jette pas sur le fer inject sans que la chose soit réfléchie parce que c'est pas... Et l'eau alcaline? Excusez-moi, je peux... Ouais, c'est de l'eau de Vichy, on leur donne ça. En fait, c'est l'hydratation. Enfin, c'est dans les recommandations. En fait, ce qu'il faut, c'est qu'ils ne soient pas déshydratés. Oui, okay. Donc, en fait, ils boivent que ce soit Vichy ou cristalline. Ouais, en fait, il faut qu'ils s'hydratent, quoi. Et juste, ça veut dire que toutes celles qui arrivent en MAP, on les transfuse avant les corticos. Les échanges transfusionnels, quand c'est notamment en journée qu'elles arrivent ici et qu'on a besoin de faire le Célestène, effectivement, ils font l'échange transfusionnel avant. Sauf s'ils pensent que, alors après, c'est une discussion de cas par cas, s'ils pensent que le bébé doit être sorti, que c'est la pleine nuit, que le bébé doit être sorti dans les 2 heures, mais bon, à ce moment-là, de toute façon, tu n'as pas le temps de faire ta cure complète, quoi. Mais effectivement, et les dernières qui ont eu du Célestène... La plupart du temps, dans toutes les matières où je suis passé, ils ont quand même tendance, même s'il doit être sorti dans les 6 heures, à dire à 6 heures près. On fait on fait une première cure et on verra. Donc là, il faut plutôt se dire, quitte à pas la faire, autant pas la faire du tout. Moi, j'aurais tendance à dire, en fait, normalement, c'est l'heure de dose qui fonctionne. Ce qui est démontré, c'est l'heure de dose. Donc, si tu sais que tu la sors dans 2 heures, tu lui balances une dose de corticoïdes et que derrière, tu n'as pas gagné pour le fœtus et que tu envoies la mère en réanimation sur un syndrome thoracique aigu, je me dis que tu as vraiment tout gagné à ce moment-là. Et que parfois, si les 4 heures du matin, ça peut peut-être attendre 8 heures d'avoir la possibilité de faire l'échange de manière sécuritaire. La transfusion sanguine, justement, les échanges transfusionnels pendant la grossesse. En gros, ce qui est démontré, c'est que ça diminue le nombre de crises vaso-occlusives pendant la grossesse, ça c'est vrai, mais que par contre, ce n'est pas complètement prouvé en termes de bénéfices, que ce soit sur la morbimortalité maternelle ou fétale. Donc, c'est fait quand même sur des indications discutées au cas par cas. Par exemple, une patiente qui a un antécédent de mort fétale in utero, on va la rentrer facilement dans un programme d'échange transfusionnel à la grossesse suivante. Celles qui ont des atteintes d'organes sévères sur la drépanocytose. Celles qui avaient déjà un programme d'échange transfusionnel avant la grossesse, on va le poursuivre pendant la grossesse. Et puis, en cas de survenue de crise vaso-occlusive répétée, sévère, qui l'amène à être hospitalisée plusieurs fois sur le premier trimestre de grossesse, ils vont aussi aller rapidement vers l'échange transfusionnel pour diminuer les survenues de crise vaso-occlusive, ce qui, en théorie, est censé aussi diminuer le risque de survenue de syndrome thoracique aigu, vu que c'est un continuum. Mais tout ça, c'est discuté au cas par cas et c'est, par exemple, ici, discuté pour toutes les patientes qui tombent enceintes en stade de drépanocytologue. La transfusion sanguine,
il faut donc, quand ils font les échanges, en général, ils les font à partir du milieu deuxième trimestre. On utilise des culots qui sont phénotypés et compatibilisés. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notamment dans le cas de transfusion en urgence, en fait, le fait de compatibiliser les culots, ça nécessite à peu près une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Et donc, c'est important d'essayer d'anticiper au mieux pour qu'on leur donne les culots les plus adaptés, ce qui limite le risque d'hémolyse post-transfusionnelle. L'EFS prend en compte tout l'historique des allo-anticorps. L'idée, et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mesurer l'HbA après la transfusion. Si vous transfusez une patiente drépanocytaire, il faut derrière envoyer une électrophorèse de l'hémoglobine. Alors, ce n'est pas urgent, on ne l'envoie pas à 4 heures du matin, mais il faut que le lendemain ou le surlendemain, ce ne soit pas oublié et qu'on ait un taux d'hémoglobine A post-transfusionnel. Son intérêt, vous allez le voir à la fin du diapo, c'est qu'en cas de survenue d'une réhospitalisation à 15 jours, si on voit une anémie qui s'installe, ça nous permettra de confirmer l'alloimmunisation retardée en vérifiant le taux d'hémoglobine A 15 jours plus tard. Et selon sa cinétique de descente, on pourra affirmer l'existence d'une hémolyse retardée post-transfusionnelle ou pas. Donc, il ne faut pas oublier cette mesure, elle est importante, même si sur le moment, on n'en fera rien de particulier. Les objectifs transfusionnels, d'échange transfusionnel, ça va être globalement une hémoglobine qu'on va essayer de maintenir au-dessus de 8 grammes avant l'accouchement, ce n'est pas toujours possible. Et puis surtout de faire diminuer l'hémoglobine S en dessous de, alors ça dépend, ils disent 40 à 60, maintenant ils sont plutôt 30 à 40% selon les équipes. Mais là, admettons, il y a une dame qui arrive, tu es appelé pour une PE et tu vois qu'elle a genre 6-7 d'hémoglobine et que c'est son hémoglobine de base. Ouais. En pratique, qu'est-ce que tu fais? Tu récupères ses antécédents, tu vérifies que les RAI ont été envoyés, tu fais une commande prévisionnelle pour qu'ils aient sur place, enfin pour qu'ils vérifient sur le phénotype élargi qu'ils ont de quoi transfuser. Et puis, tu préviens que tu auras besoin de culots phénotypés compatibilisés. Mais tu ne transfuses pas avant la VB? Non. Et si tu pars en César et que tu as 6-7? Pareil. Pareil, tu le feras pas, ce que tu dis, objectif 8-10, mais du coup, mais si on n'a pas... Ça, c'est les recommandations de 2015 complètement théoriques. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, après, c'est du cas par cas. C'est-à-dire la patiente qui a des gros antécédents d'alloimmunisation qu'on a envie de transfuser le moins possible, si elle a 6,9 grammes avant l'accouchement, on ne va pas la transfuser de manière systématique. Okay. Allô? Ouais. Oui. Ouais. Ouais. D'accord. Bah, on attend un petit peu, on voit comment ça va. C'est bizarre. Ok, très bien, je te remercie. J'étais en train de répondre. Oui, si elle a 6-8 qu'elle est alloimmunisée. Si elle a 6-8 qu'elle est alloimmunisée, en gros, tu vas prévenir la banque du sang, mais tu ne vas pas la transfuser de manière systématique. Le seul motif, c'est par exemple l'autre jour la mort fétale in utero, qu'on passait au bloc pour une césarienne. Là, tu sais que ça va saigner. Elle a un début de CIVD, tu sais que ça va saigner. Tu la transfuses avant même de commencer. Ok. Voilà. Mais c'est un cas, c'est des cas ultimes, quoi. Pour l'accouchement, en gros, ces patientes, elles sont soit césarisées, soit déclenchées avant 39 semaines d'aménorrhée, parce que plus elles avancent, plus aussi elles ont un risque de mort fétale à terme important. Donc, en gros, en général, ils ne vont pas après 39 semaines. Et en gros, les indications de césarienne, c'est tout le classique, plus les patientes qui ont des anévrismes à risque, qui sont suivies à risque de rupture sur effort de poussée, elles sont césarisées. Les patientes qui ont des gros décollements de rétine, elles sont césarisées. Et les ostéonécroses de hanche sévères, ça peut se discuter effectivement aussi de les césariser pour éviter les lésions sur l'installation sur table. L'analgésie péridurale, c'est une indication médicale. Il faut absolument, sauf contre-indication, pas de chance, elle a aussi 50 000 plaquettes. Mais sinon, c'est une indication médicale. Il faut absolument qu'elle l'ait pour l'accouchement. Et après, c'est toutes les mesures habituelles. Elles doivent s'hydrater pendant le travail, être réchauffées. Enfin, voilà, il faut faire très attention. Ostéonécrose de hanche, du coup, ça c'est... Ouais. Ça, souvent, on le sait à l'avance. C'est une indication de césarienne? Ça peut être si c'est très sévère et qu'elles n'ont pas de prothèse. Ah oui, si elles n'ont pas été opérées. Si elles n'ont pas été opérées. Parce qu'on ne va pas leur faire ça pendant la grossesse. À ce moment-là, on peut discuter effectivement de faire la césarienne pour ne pas les installer dans une position qui irait les finir sur le plan des hanches. Et du coup,
Est-ce qu'il y a une indication à poser la péri très tôt ou pas? Oui, notamment si elles sont déclenchées. On pose la péri avant qu'elles ressentent des contractions douloureuses. Ok. Et est-ce que c'est une indication éventuelle à mettre des périrachis combinés systématiques pour les césars? C'est une très, Les 15 de morphine dans l'arachis suffisent pour c'est une bonne indication de périrachie, c'est une bonne indication, d'autant plus que ces patientes, comme je l'ai dit, elles font toutes les complications, donc elles vont aussi plus être prises pour l'hématome de paroi, elles vont plus, les césars, pour peu qu'elles aient déjà été césarisées 1 ou 2 fois, elles vont durer plus longtemps, c'est une bonne indication de périrachie. Voilà. Okay. Ouais, s'il y a une césar, il vaut mieux faire périrachie. Oui. Mais ça, c'est pas dans les recommandations, mais oui, ça paraît assez logique parce qu'en plus, tu peux la garder pour les 24 premières heures. Enfin, tu les surveilles, elles ont pas mal, donc c'est beaucoup plus simple pour faire les globes, vérifier l'absence de saignement, c'est quand même beaucoup plus confortable. Les premières 48 heures, c'est une période à très haut risque, donc là, il va falloir faire kiné intensive. Il faut absolument qu'elles se bougent, qu'elles soient assises. Enfin, il faut les remettre rapidement d'aplomb. Il faut les ausculter régulièrement. Il faut traquer le syndrome thoracique aigu dans cette période-là et vérifier l'absence de douleur. Et puis, il faut faire une thromboprophylaxie par héparine. Donc là, on a gardé les mêmes précautions. C'est 7 jours pour la voie basse, 6 semaines pour une césarienne. L'allaitement, il est possible si elles continuent à bien s'hydrater, si elles n'ont pas, une contre-indication dans leur comorbidité. Mais l'allaitement, il est possible. Par contre, il ne faut pas qu'elles reprennent leur hydréa pendant l'allaitement. Le sein... Ouais. Plutôt 10. Le syndrome thoracique aigu, donc je vous fais juste un point là-dessus. Donc c'est ça qu'on va vraiment traquer, nous, en post-opératoire, la complication grave qui peut survenir. Donc c'est un syndrome qui associe douleur thoracique, fièvre, hyperleucocytose, et apparition d'un nouvel infiltrat radiologique. Ça, c'est en gros la définition. L'infiltrat, ça doit ne pas être une atélectasie et il doit prendre au moins un segment complet dans vos poumons. Et donc, c'est la définition qui date des années 80. Les causes, c'est une association, une intrication en fait d'infection, de thrombose in situ et d'emboles graisseux qui font le lit du syndrome thoracique aigu. Donc, on ne peut pas dire que le syndrome thoracique aigu, c'est une pneumonie. C'est une entité à part qui combine thrombose, embole graisseux, infection. La symptomatologie, et ce sur quoi il ne faut pas se faire avoir, notamment pour nous, c'est que la douleur associée d'un membre, notamment la douleur de CVO associée, elle n'est pas du tout si fréquente que ça. Elle est retrouvée, selon les études, entre 25 et 60% des cas. Donc, il y a des patients qui n'ont aucune douleur de membre et qui présentent uniquement le syndrome thoracique aigu. Pareil, la fièvre, elle n'est pas constante. La toux, elle n'est pas constante. La douleur thoracique, elle n'est pas constante non plus. La polypnée non plus et la dyspnée non plus. Donc, en gros, il faut les ausculter régulièrement, pas s'attendre à retrouver toute la triade diagnostique au cours du syndrome thoracique aigu. Parce que ceux que vous avez vus en réanimation, c'est les syndromes, on va dire, caricaturaux. En règle générale, effectivement, ils ont 39, ils ont mal dans la poitrine, ils ont des défaillances respiratoires aiguës, de la dyspnée et de la CVO associée. Mais ceux qu'on voit en réanimation, c'est les syndromes thoraciques aigus graves, c'est les plus cognés. Et tout le défi, c'est de repérer les syndromes thoraciques aigus débutants. Je vous rappelle la mortalité. Syndrome thoracique aigu tout confondu, c'est à peu près 4% de mortalité. Syndrome thoracique aigu en réanimation, ça peut aller jusqu'à 50% selon les études. Donc, il faut vraiment rester très vigilant. Je vous rappelle aussi, alors ça, ce n'est pas sur du post-opératoire, mais en gros, il faut garder à l'idée que les patients drépanocytaires, en règle générale, ils sont admis pour autre chose qu'un syndrome thoracique aigu. Et dans les 2-3 jours qui suivent leur admission, ils vont évoluer vers le syndrome thoracique aigu. Donc, c'est vraiment une complication sournoise qui survient souvent alors même qu'ils sont déjà hospitalisés pour autre chose. 70% d'entre eux, ça commence par une CVO qui évolue ensuite vers le syndrome thoracique aigu. Et ça va très vite. Ce à quoi il faut faire attention, en signe d'alerte, les douleurs rachidiennes et les douleurs du bassin, c'est un facteur prédictif d'évolution vers le syndrome thoracique aigu.
Voilà, ça, il faut le garder un peu en tête. Et donc, ça, c'est un autre ratio dans les études à plus de 6, quand vous avez des douleurs rachidiennes ou du pelvis, enfin, du bassin. La radiographie, ce n'est pas un bon examen, en fait, pour le syndrome thoracique aigu. Ça, c'est les mêmes à chaque fois, c'est radio-scanner. Donc, vous pouvez avoir une radio qui vous semble normale avec un scanner qui montre une grosse condensation. Pareil, cette radio-là, très inquiétante. Le scanner, finalement, est moins inquiétant que le premier. Donc, ce n'est pas l'examen le plus adapté, loin de là, pour le syndrome thoracique aigu. Sur l'atteinte, c'est une atteinte postéro-basale, principalement, le syndrome thoracique aigu. C'est vraiment plutôt dans les bases et en postérieur qu'on va retrouver le plus de consolidation et le plus de verre dépoli. L'examen de référence, c'est le scanner. En fait, le gold standard pour diagnostiquer le syndrome thoracique aigu, c'est le scanner. La radio, qui est tout en bas, en fait, c'est celle effectivement qui a le moins bon score diagnostique de syndrome thoracique aigu. Par contre, vous voyez que l'échographie, et là, c'est intéressant pour nous, en fait, elle fait presque aussi bien que le scanner. Là, on retrouve tout à fait les consolidations, on les voit très bien à l'échographie. Et donc, le message à retenir, notamment pour nous en anesthésie, il faut sortir facilement l'échographe pour aller rechercher des condensations qui nous évoqueraient une survenue syndrome thoracique aigu. Donc, ça tombe bien, on a des échographes partout et donc on les détecte quand même beaucoup mieux qu'à la radio. Donc, n'hésitons pas. La prise en charge syndrome thoracique aigu, donc assez rapidement, en fait, nous, quand on va avoir une complication de ce type-là, la place de ces patients, elle n'est plus à ce moment-là en salle de réveil. On va rapidement les orienter sur syndrome thoracique plus post-opératoire. C'est des patients qui vont être très à risque de morbimortalité et on va les orienter rapidement en réanimation. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans la prise en charge, c'est la spirométrie incitative, l'analgésie qui sont très importantes et qui vont bien nous concerner en post-opératoire. Il faut qu'ils fassent de la kiné qui soit bien analgésiée pour réduire les zones d'inadéquation, ventilation, perfusion. On va, avec l'oxygénothérapie et plus ou moins la transfusion sanguine au cas par cas, diminuer la proportion d'HBS. On va, par l'hyperhydratation, plus ou moins l'exsanguinotransfusion, diminuer l'hyperviscosité. Ça va faire partie du traitement aussi. Puis après, ça va être le traitement de la cause. Si on retrouve effectivement des germes, on va adapter l'antibiothérapie à ces germes. Ça va être le traitement globalement d'une pneumonie aiguë grave. En gros, le traitement classique, c'est C3G avec macrolide, et puis après qu'on adapte au prélèvement. Et puis, ça va être l'anticoagulation si on retrouve de la thrombose in situ sur le scanner injecté. Le NO, c'est vraiment dans les cas de dysfonction, notamment droite associée, chez des patients qui sont très graves, qui sont intubés. Et donc, dans certains cas, on est amené à mettre du NO, mais nous, on ne les voit pas environ post-opératoire avant qu'ils en soient au NO. Exactement. Oui. Ils font souvent des dysfonctions droites en parallèle du syndrome thoracique aigu. Ouais. Mais à ce moment-là, c'est des patients qui sont en réanimation. Ils ne sont pas chez nous, c'est juste à titre informatif. Mais nous, on ne met pas de NO à ces patients-là parce que sinon, c'est qu'ils sont morts. Et dernière chose sur l'hémolyse retardée post-transfusionnelle, pour bien comprendre l'intérêt de l'électrophorèse post-transfusionnelle que vous allez faire le lendemain ou le surlendemain. En gros, elle est liée à un défaut de concordance antigénique entre les populations des donneurs et des receveurs. L'hypothèse, c'est qu'en fait, les donneurs, en majorité en France, c'est des donneurs caucasiens, parce que la population est majoritairement caucasienne, et que donc on transfuse ces culots à une population d'Afrique subsaharienne, et que donc peut-être qu'il y a des petites différences antigéniques qui font une inadéquation transfusionnelle. L'hémolyse retardée post-transfusionnelle, elle est sous-diagnostiquée, elle n'est en fait encore pas très connue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le délai médian, c'est une dizaine de jours. En gros, on peut trouver... on peut diagnostiquer les DHTR, ils peuvent survenir à partir de 4-5 jours et jusqu'à parfois 20 jours, 30 jours, ça peut être vraiment retardé. Et il faut vraiment rechercher les antécédents, quand on trouve une anémie profonde, rechercher les antécédents de transfusion récents dans le mois qui vient de passer. Les patients qui ont des hémolyses retardées post-transfusionnelles, il y en a quand même un tiers qui sont transfusés à nouveau. Ils viennent pour un tableau d'anémie hémolytique. Et à ce moment-là, souvent, on les retransfuse. Et donc, on emballe encore la machine de l'hémolyse. Et donc, on les aggrave. Et c'est un vrai problème parce que ce n'est pas très connu. Hop.
Et donc, il y a un diagramme très bien fait qui date de 2016, c'était dans l'étude de Méconso de SAP, et en fait, qui vous permet, en fonction du pourcentage d'HbA et du temps depuis la transfusion, vous placez votre première HbA que vous avez faite en post-transfusion immédiate et votre deuxième HbA que vous faites au moment où le patient revient et que vous suspectez un DHTR. Et soit l'hémoglobine A n'a pas beaucoup baissé et à ce moment-là, en pourcentage, et à ce moment-là, vous êtes sûr que ce n'est pas un DHTR, soit vous avez une chute rapide de votre hémoglobine A et dans ce cas-là, vous pouvez affirmer le diagnostic de DHTR. Et dans ces cas-là, il ne faut surtout pas retransfuser ce patient. Donc c'est là, des patients. Dans le rouge, oui, dans le rouge c'est des DHTR. Oui, c'est des DHTR. C'est une baisse en pourcentage importante. Tu vois, c'est moins 100%. Donc là, tu es sûr, à 10 jours, les petits points rouges là, ils n'ont plus aucune hémoglobine A. Ils ont perdu 100% de l'hémoglobine A. Ils n'ont aucun rendement Ils sont tout hémolysés, quoi. Ah, je disais en gros ça sur ce diagramme. Les points rouges, c'est DHTR. En gros, eux, les petits points là, ils sont revenus à 10 jours. Paf, tu refais l'hémoglobine A et là, elle est à 0. Tu n'as plus d'hémoglobine A, tu n'as plus de trace de tes culots. Donc là, tu affirmes, c'est une hémolyse retardée post-transfusionnelle. Celui-là, par exemple, il est revenu 10 ou 11 jours après et il était à moins 65% d'hémoglobine A. Et bien pareil, lui, c'est un DHTR. Là, c'est la zone grise où tu as une forte suspicion de DHTR. Voilà. Et là, c'est une zone sans DHTR. Enfin, là, si tu es dans ce nuage de points-là, c'est que tu peux affirmer que tu n'as pas d'hémolyse retardée post-transfusionnelle. Il y a même qu'on plus d'HbA qu'au moment de la transfusion. Oui, alors ça, c'est. Non, effectivement, oui, 10%, 10% de plus. Là. Tu dis, c'est magique, ils sont guéris. Qu'est-ce que tu en fais? Alors, qu'est-ce que tu en fais? Eh bien, si tu es dans cette zone-là, tu ne fais pas comme 35% des gens qui sont devant un DHTR et tu ne transfuses pas le patient. Parce qu'en fait, c'est des patients qui arrivent, ils ont 4 grammes, 3 grammes d'hémoglobine, 5 grammes. Tu as très envie de les transfuser à ce moment-là. Si tu les transfuses, le lendemain, ils ont 1 gramme d'hémoglobine. En fait, c'est une machine folle que tu emballes. Donc, surtout, il ne faut rien faire. Surtout, il faut voir avec les drépanocytologues parce qu'à ce moment-là, ils leur font des traitements comme du rituximab, ils font des traitements immunomodulateurs pour faire en sorte que derrière, quelques jours plus tard, ils puissent accepter peut-être une transfusion. Et l'idée, c'est d'attendre. S'il est tachycarde. Alors, c'est très inconfortable. C'est-à-dire que, par exemple, quand ces patients-là, ils sont en réanimation. Quand ils y sont, tu ne les mets pas au fauteuil. Parce qu'en fait, tu ne peux pas à 3 grammes d'hémoglobine, tu ne les mets pas au fauteuil. Tu ne prélèves plus de bilan. Tu fais que un hémoQ par jour. Et tu pries pour que ça remonte. Ils font de l'EPO. Tu fais que des petits moyens comme ça et tu attends. C'est très inconfortable. Très, très inconfortable. C'est hyper mal toléré. Mais ils peuvent en mourir. Quoi. Ah oui, non, mais c'est une complication si tu fais un infarct, tu ne peux pas le transfuser. C'est une complication qui peut être... Non, mais ça peut être mortel. C'est extrêmement pénible comme situation. Ça peut durer un peu en plus. Et en gros, l'idée, c'est d'avoir assez de temps entre le moment où tu as fait le rituximab, par exemple, et le moment où tu fais la transfusion pour que ça ait agi et pour que tu puisses avoir une transfusion qui se passe bien. Mais effectivement, c'est des situations très inconfortables. Donc là, l'urgentiste, il a ça en pleine nuit. Il ne peut pas appeler le drépanocytologue. L'urgentiste, il a ça en pleine nuit et s'il ne connaît pas, il va transfuser le malade. Oui, mais si, admettons, il sait, il dit DHTR. Réanimation. Donc c'est Réa. Et en fait, en Réa, tu le regardes, quoi. Oui. Et tu appelles le drépano le lendemain. Oui. Il n'y a pas un traitement d'urgence sur le rétix Non, comme tu dis. non, parce que ça ne change rien à quelques heures près. Non, c'est une situation très, très pénible. Et c'est pour ça que le message, ce n'est pas du tout de dire qu'il ne faut pas transfuser les drépanocytaires. Quand il faut les transfuser pour un choc hémorragique, on les transfuse. Par contre, il faut garder en tête que quand on les transfuse, entre guillemets, pour rien, on leur fait courir un risque. Et dans les choses importantes aussi, on est plutôt rassuré en fait chez les patients qui ont déjà été transfusés plein de fois et ça s'est bien passé. Ceux qui sont dans des échanges transfusionnels, qui ont déjà été exposés plein de fois à des culots et tout se passe bien, en fait, paradoxalement, ceux-là, ils sont moins à risque de DHTR. Mais les patients peu transfusés, en fait, ils sont plus à risque. Mais du coup, le DHTR, il n'est pas en fonction des culots que tu transfuses. Ah non, tu transfuses. Alors, tu dois toujours transfuser en phénotypé compatibilisé. Ouais. Malgré tout, tu peux avoir un DHTR. Comme par chance, il va être transfusé là aux urgences, comme tu dis. Et c'est du sang qui sera plutôt de quelqu'un subsaharien. Et finalement, ça pourrait ne pas donner de DHTR. Ça peut, mais en fait, tu es déjà dans une machinerie d'hémolyse massive
Donc, qui ça va, fait c'est sûr que ça va s'emballer. en fait, alors Et eux, ils peuvent plus ceux que jamais j'ai être vus, moi, transfusés j'ai de leur jamais vie? vu de nouvelles transfusions qui se passent bien. Ou à Si, distance? mais ils À les distance. encadrent à ce moment-là, notamment par du rituximab quand ils veulent les transfuser. D'accord. Mais à distance, quand la machine d'hémolyse Non, quand tu as un est... antécédent de DHTR, tu restes à risque d'en refaire un. Et donc, on évite de toute façon au maximum. Voilà. Non, mais Donc, c'est une. Donc, si on doit transférer un antécédent de DHTR, c'est encadré, quoi. Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est important de récupérer bien ses antécédents en consultation. Et c'est pour ça qu'en cas de transfusion, c'est important d'avoir l'électrophorèse post-transfusionnelle. Ça n'a pas d'intérêt pour vous à l'instant T, mais effectivement, pensez à l'urgentiste ou à vous-même qui allez le revoir dans 15 jours. Et donc, il ne faut pas le transfuser à ce moment-là. Les messages clés, bien repérer les comorbidités en préopératoire pour ne pas avoir de surprise pendant l'intervention. Rechercher les complications post-opératoires, notamment le syndrome thoracique aigu, de manière très poussée. La kinésithérapie respiratoire, ça ne mange pas de pain, ce n'est pas compliqué et ça marche extrêmement bien pour prévenir, dans la prévention du syndrome thoracique aigu, pour le coup, ça a fait ses preuves. Donc, il faut vraiment leur proposer, leur poser la spirométrie, vérifier qu'ils la font. L'analgésie, il faut absolument qu'ils soient correctement soulagés. Et en cas de nécessité de transfusion, pensez à l'électrophorèse. Il ne faut pas qu'ils rentrent chez eux sans électrophorèse parce qu'à ce moment-là, à J15, vous aurez votre électrophorèse post-transfusionnelle. Si l'hémoglobine A est à 0%, à ce moment-là, tu sais que tu es dans un cas d'hémolyse post-transfusionnelle, mais tu as besoin d'avoir ton hémoglobine de référence. Transfusé, donc ils ont leur électrophorèse AJ1 et AJ15. Pas systématiquement, seulement s'ils ont une anémie et qu'ils reviennent. Si tu n'as pas fait l'électrophorèse AJ1, tu ne peux pas avoir le pourcentage de décroissance. D'accord. Et c'est là-dessus que tu fais le diagnostic de DHTR. Et juste la spirométrie, tu leur fais avec quoi? La machine, le boulier, là, le truc. Ouais, ok.